écoutons cette vidéo très intéressante que je vous invite à partager. Je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur. Je vous demande d'écouter et de dire ce que vous pensez d'abord en commentaire. On va se retrouver à la fin pour que je conclue. Moi, je pourrais dire beaucoup de choses sur le mode de fonctionnement au sein de RFI, sur l'absence de présence réelle d'Africaines et d'Africains à l'antenne. Moi, j'étais le seul afro à faire une quotidienne. Et en interne, je le disais depuis des décennies en disant « ce n'est pas normal. Si on s'adresse à l'Afrique, il faut qu'il y ait beaucoup d'Africains, au moins 50% d'Africains au quotidien sur l'antenne ». On pourrait ergoter, on pourrait analyser, on pourrait autopsier, mais je pense que là n'est plus la question. La vraie question, elle est-ce qu'aujourd'hui, les Africains, en Afrique, ont besoin encore du narratif médiatique français? La réussite de la vie, pour moi, elle est très relative. Et disons que je vis des moments un peu compliqués dans ma vie, et je vais essayer de garder toutes mes émotions et de ne pas les livrer là. Il y a des moments où les doutes sont très forts et on se dit combien de temps encore allons-nous pouvoir vivre avec autant de souffrance dans nos cœurs, dans nos tripes, dans notre ventre. Moi, je subis la souffrance physique, je la ressens vraiment et c'est pas facile d'avancer. Et pourtant, on essaie d'avancer, on essaie de se dire on va recommencer à aimer, on va aimer, mais surtout on va continuer à mener les combats parce qu'on le fait pas pour nous. On sait qu'on appartient à une génération sacrifiée. Est-ce qu'au moment du grand bilan, on sera satisfait de ce que l'on aura accompli? Ou est-ce qu'on aura beaucoup de regrets? Au moment où je parle, je ne sais pas, mais le bilan a déjà commencé. Je regrette souvent que bon nombre et trop d'afros n'aient pas conscience des réalités de ce monde et qu'ils ne comprennent pas qu'il faut qu'il y ait une solidarité maximum entre nous. Je suis un simple afro-caribéen de la Guadeloupe, né à Paris, ayant grandi aussi dans un petit village du sud de la France, où j'ai découvert la valeur du travail. J'ai découvert également, et peut-être un peu plus, que j'étais différent par la couleur de ma peau, par mon origine, mon identité, et ça a conditionné tout le reste de ma vie, c'est-à-dire ce que j'allais entreprendre, les chemins que j'allais emprunter pour... pas seulement dire qui je suis, mais qui nous sommes, et tout cela avec un message très universaliste, ouvert sur les autres, et pour pouvoir mener des combats humanistes. Et tous les métiers que j'ai choisis dans ma vie ont toujours été en fonction, justement, de ce que je percevais de l'humanité et de ce qui pouvait être réparé dans cette humanité fracassée, divisée, où on marginalise certains à cause de la couleur de leur peau, de leur religion, de leur origine, et souvent origine sociale. Je pense qu'il y a aussi pour tout, un temps pour tout. Et une émission comme Couleur Tropicale, qui a succédé à Canal Tropical, qui a duré 31 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire, que ce soit d'une radio ou d'un programme quotidien. Mais c'est vrai que je ne pensais pas terminer ma carrière radiophonique de façon si violente, c'est-à-dire où on me dit du jour au lendemain que tu ne reviens pas à la radio, que ton émission on va faire des rediffusions durant 1 mois, et puis qu'on se sépare de toi. Je résume, parce que tes prises de position sur les réseaux sociaux, tes prises de position, tout le monde les voit, ce sont des prises de position humanistes, ce sont des prises de position qui défendent les plus vulnérables et qui appellent à l'égalité de traitement, à l'égalité des droits, et pour faire valoir les droits humains. Donc c'est vraiment ça mon combat. Là est mon combat. Et c'est vrai qu'il a été difficile pour moi que cela s'arrête de cette façon-là. Moi, je pourrais dire beaucoup de choses sur le mode de fonctionnement au sein de RFI, sur l'absence de présence réelle d'Africaines et d'Africains à l'antenne. Moi, j'étais le seul afro à faire une quotidienne. Et en interne, je le disais depuis des décennies en disant « ce n'est pas normal. Si on s'adresse à l'Afrique, il faut qu'il y ait beaucoup d'Africains, au moins 50% d'Africains au quotidien sur l'antenne ». On pourrait ergoter, on pourrait analyser, on pourrait autopsier, mais je pense que là n'est plus la question. La vraie question, elle est-ce qu'aujourd'hui, les Africains, en Afrique, ont besoin encore du narratif médiatique français? Si oui,
eh bien, les médias français qui s'adressent à l'Afrique doivent s'adapter à cette nouvelle pensée, à une pensée que j'appelle moi génération consciente. Ça y est, on est conscient de qui on est, on n'a pas besoin des autres pour dire qui nous sommes. Donc ça, c'est très important. Si l'Afrique estime qu'elle n'a plus besoin de ce narratif-là, alors les autorités doivent prendre leurs responsabilités et peut-être demander également à avoir une fréquence en France. C'est ça aujourd'hui la vraie question. Et le fait qu'on se sépare de quelqu'un comme moi veut dire que toute cette pensée d'émancipation des peuples afro en général, elle ne convient pas à une vision médiatique et politique française. Et lorsque l'on est afro-français et que l'on a cette parole-là, on est éliminé. C'est ça aussi la réalité de la France. Il ne faut jamais oublier qu'on est dans une extrême droitisation de la société française. Et que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. On peut même dire que sa vision de la société française fait déjà partie de la politique de l'exécutif français. L'exécutif là, aujourd'hui, actuel. Donc, je suis l'un, parce que d'autres aussi subissent les sanctions, je suis l'un des dégâts collatéraux de ce qu'est en train de devenir et déjà la société française dans son repli identitaire et dans son incapacité à reconnaître tous ses enfants au-delà de la couleur de la peau et de la religion. Alors moi, j'ai mes propres comptes personnels. Sur Facebook, il y a plus d'1 million de personnes qui me suivent. Enfin, ici et là, les gens sont nombreux. Et c'est vrai que la question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'on ne va pas créer nos propres médias sur ces réseaux-là, sur tous les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube que j'utilise très peu d'ailleurs. C'est vrai que c'est une vraie question. Pour le moment, en ce moment, je travaille pour un groupe qui s'appelle, et cela depuis 2 ans, New World TV. Et avec New World TV, je gère 2 chaînes, une chaîne généraliste qui est New World Mix et une chaîne musicale qui est la chaîne New World Music. Donc voilà, donc je suis toujours, et j'ai toujours fait de la télé et de la radio en parallèle. Mais c'est vrai qu'on a aussi envie d'aller beaucoup plus loin. On a en ce moment l'idée d'un programme, je ne vais pas le dévoiler là maintenant, mais d'un programme que l'on va faire qui va être très populaire. Et puis, j'ai aussi quelques ambitions politiques. Et je me dis qu'il n'est peut-être pas inintéressant de se lancer maintenant et de faire entendre la voix des afro-français, des afro-européens, celles et ceux qui pensent que leur avenir n'est que dans ce pays, mais aussi qui créent des ponts avec leur pays d'origine. Et ça, c'est très important. Celles et ceux, et c'est pas une majorité, mais en tout cas un nombre suffisamment important pour que ce soit exprimé, dit, et ça se voit sur les réseaux sociaux. Ceux qui parlent justement, on est ici, mais on investit là-bas. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a une nouvelle dynamique au sein des populations afro qui sont en Europe, et en France en particulier, et je pense que ça mérite aussi qu'il y ait une entité qui soit mouvement citoyen politique, mais qui soit à l'image de cette dynamique-là, extraordinaire dynamique. Je pense que l'avenir des communautés afro en France est indissociable de l'avenir des autres communautés qui composent ce pays. Faut jamais oublier que la France est un pays de citoyenneté, et pas un pays de communauté, même si la réalité de la communauté, elle existe parce que on est plus proche de celles et ceux qui nous ressemblent. Parfois c'est par le pays d'origine, c'est par la religion, c'est par le milieu social, enfin qu'importe, mais ces communautés-là, elles existent, mais c'est un pays de citoyenneté. Et si vous avez une frange de la population qui est maltraitée, marginalisée, stigmatisée tout le temps, ça aura forcément un impact sur le plus grand nombre, sur celles et ceux qui sont ou à l'origine de la stigmatisation, ou qui laissent faire, ne disent rien. Pourquoi ? Parce que aucune population ne peut accepter d'être indexée sans réaction. Et la réaction, elle est automatique, elle est vers celles et ceux qui se rendent coupables de cette stigmatisation-là. Donc, pour qu'une société soit apaisée, elle doit être plus équitable. Et j'aime à répéter toujours, c'est le slogan de Génération Consciente, pour que la République française, donc, soit respectée de tous, elle doit être respectable pour tous. C'est-à-dire offrir les mêmes chances à tous les citoyens en faisant fi de la couleur de la peau, de l'origine et du milieu social des personnes. C'est très compliqué parce que, alors déjà, je ne sais pas ce que veut dire réussir sa vie. Est-ce que vous êtes ici chez moi ? Est-ce que réussir sa vie, c'est juste avoir un très bel appartement dans un très beau quartier parisien ?
lorsque j'ai décidé, j'étais très jeune, j'avais 18-20 ans, je savais exactement ce que je voulais faire. Et je savais que ce serait très compliqué d'avoir le soutien des miens. Pourquoi ? Parce que il y a encore des résidus tellement forts de complexes, de peur d'être justement mis à l'écart par les puissants, par ceux qui décident, par les décideurs. Donc je savais que ce serait difficile et qu'il y aurait des combats très solitaires. Vous parlez de réussite. On a mené des combats, on a permis certaines avancées. Beaucoup de combats méritent d'être menés. Il y a une nouvelle génération qui arrive qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, je suis à un moment de ma vie où je me pose des questions sur ai-je réussi ce que j'ai entrepris ? Et la réponse est je ne sais pas. Lorsque vous me dites mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes une légende. Oui, lorsque je suis dans la rue, 3 afros sur 4 me saluent, me disent bonjour, me disent bravo, me disent on est avec vous. Ça me touche beaucoup. Et c'est ça mon énergie, en réalité. Maintenant, est-ce qu'en tant qu'homme, j'ai réussi ma vie ? C'est très compliqué parce que je suis un être extrêmement sensible. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de donner de l'amour, j'ai besoin de recevoir de l'amour, j'ai besoin d'avoir ça autour de moi pour continuer à exister. Et je fais partie de ces hommes qui n'ont pas toujours été comme on devrait être, par exemple, avec des femmes, et de ces hommes qui ont aussi subi l'extrême violence de femmes, une en particulier. Mais c'est la vie, et parfois, ce que l'on commet, eh bien, on finit un jour par le payer. Alors peut-être que j'ai payé un jour ce que j'ai commis il y a longtemps. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que nos populations, elles ont besoin aussi de se guérir des traumatismes du passé. Des traumatismes que nous promenons, que nous avons en nous, qui viennent de nos parents, de nos arrière-parents, de nos ancêtres également. Lorsqu'on est comme moi, un Africain de la Caraïbe, un Guadeloupéen, les traumas sont terribles. C'est l'esclavage. C'est les divisions entre les individus, qu'ils soient clairs de peau ou plus foncés de peau. C'est tout ce que l'on a dit de négatif de nous, et on se pense négatif, et on ne veut qu'une chose, c'est espérer avoir de la valeur, pas dans le regard de tout le monde, mais dans le regard du blanc, qu'ils disent que ce que nous faisons, c'est très bien. Pour nous, c'est plus valorisant que d'entendre quelqu'un qui est de la même condition que nous, sociale, ou qui est de la même ethnie que nous, ou du même pays, qui a la même histoire. Et ça, ce sont des traumas qui se promènent, que les gens n'expliquent pas souvent. Et moi, j'étais conscient de cela très tôt. Et c'est pour cela que lorsque parfois, des Afro-Africains ou Afro-Caribéens ou Afro-Européens peuvent m'attaquer sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je réagis peu et je comprends leur réaction. Parce que je sais ce qu'il y a en eux, que moi j'ai réussi à guérir il y a très longtemps, en étant très jeune, et que je lis, que je comprends chez des adultes qui m'attaquent ou qui ne soutiennent pas, qui ne comprennent pas que les combats, les sacrifices de beaucoup sont des sacrifices pour eux-mêmes et surtout pour leurs enfants et tous nos enfants. Et ça, c'est pour cela que la réussite de la vie, pour moi, elle est très relative. Et disons que je vis des moments un peu compliqués dans ma vie. Et je vais essayer de garder toutes mes émotions et de ne pas les livrer là. Ce serait pas très digne. Mais il y a des moments où les doutes sont très forts. Et on se dit combien de temps encore allons-nous pouvoir vivre avec autant de souffrance dans nos cœurs, dans nos tripes, dans notre ventre. Moi, je subis la souffrance physique, je la ressens vraiment. Et c'est pas facile d'avancer. Et pourtant, on essaie d'avancer, on essaie de se dire on va recommencer à aimer, on va aimer, mais surtout on va continuer à mener les combats, parce qu'on le fait pas pour nous. On sait qu'on appartient à une génération sacrifiée. Est-ce qu'au moment du grand bilan, on sera satisfait de ce que l'on aura accompli, ou est-ce qu'on aura beaucoup de regrets ? Au moment où je parle, je ne sais pas, mais le bilan a déjà commencé. Mais le congrès de 1956, avec les intellectuels et les artistes noirs, est un moment extraordinaire. Même le professeur Dubois, afro-américain, était là. Et il y avait effectivement des musiciens, des plasticiens, des écrivains, des penseurs, et des gens qui ont tracé une voie pour celles et ceux qui avaient besoin de se réparer et de prendre confiance, d'avoir confiance en eux,
pour pouvoir exister dans un monde qu'ils n'ont pas construit et souvent dans un monde qu'ils subissent. C'est la civilisation occidentale. Et donc, je regrette souvent que bon nombre et trop d'Afro n'aient pas conscience des réalités de ce monde et qu'ils ne comprennent pas qu'il faut qu'il y ait une solidarité maximum entre nous. Par exemple, moi j'ai un principe. Je n'attaque jamais, alors j'attaque peu de gens, mais je n'attaque jamais des femmes et des hommes engagés dans ce panafricanisme qui est constructif, qui doit nous construire. Je ne les attaque jamais, même lorsque je ne suis pas d'accord avec une démarche. Si je ne suis pas d'accord, je me tais. Si je suis d'accord, je soutiens. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de panafricanistes n'ont pas. J'ai le sentiment qu'on est dans un combat d'ego et qu'on en oublie les raisons mêmes pour lesquelles on s'est engagé. Alors que je reconnais aux femmes et aux hommes qui sont sur le terrain une sincérité dans le combat. Mais, et cela, ça vient aussi des traumas, on a parfois aussi besoin d'être en rivalité les uns contre les autres. Et je trouve ça dommage. J'adore la chanson de Tiken Jah Fakoly. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Alors, il disait comme les États-Unis, mais je n'aime pas le mal que font les États-Unis au reste de la planète et vraiment à l'humanité tout entière. C'est pour moi le pays le plus barbare avec Israël, les deux pays les plus barbares de la planète. Je referme cette parenthèse-là. La Russie, parfois, n'est pas très loin. La question, c'est toujours qui sommes-nous ? Avons-nous conscience de ce que nous sommes et de cette chance que n'ont pas eue les peuples autochtones des Amériques et des Caraïbes, d'Australie, de Tasmanie, de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie Kanaki? Ce sont des peuples à qui on a pris la terre. En Tasmanie, ils les ont exterminés et les survivants ont été déportés en Australie. Les aborigènes, comme on les appelle, ne récupéreront jamais leur terre ancestrale. Les peuples d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud ne récupéreront jamais leur terre ancestrale. Ceux des Caraïbes ont été exterminés par les Européens pour y déporter des Africains pour y être esclaves. C'est-à-dire que quand on voit aussi des migrants, ce dont on parle dans les actualités américaines, quand on voit les visages de ces migrants-là, ce sont les autochtones de ce continent que les descendants des colons empêchent de circuler. Nous, en Afrique, nous avons encore la chance d'avoir conservé notre territoire. Essayons d'imaginer si nous avions subi ce qu'ont subi les aborigènes et tous les peuples autochtones des Amériques et des Caraïbes. C'est-à-dire que sur notre terre, nous devenions minoritaires et que les autres développent, exploitent et nous empêchent de circuler comme nous le souhaitons sur notre continent. Essayons d'imaginer ça. Donc, nous n'avons pas conscience de cette petite chance qui nous reste et conscience de nous-mêmes parce qu'il y a, ce que je disais, ce complexe. Donc oui, ce sont les traumas qui nous empêchent de se dire maintenant ça suffit, on va véritablement se libérer. Pour moi, l'émancipation, elle n'est pas que dans l'économie. L'émancipation, elle doit commencer par là, par notre tête, ce qu'il y a dans notre cerveau. Elle commence par l'éducation. Les modèles éducatifs, dans trop de pays d'Afrique, sont des modèles éducatifs imposés par les anciennes puissances coloniales. Et donc, vous créez des imaginaires qui ne sont pas les bons pour une émancipation réelle. Ça, c'est, pour moi, la base. Il y a plus de 20 ans, je disais à tout le monde, je disais à qui voulait l'entendre, dans des interviews et en privé, je disais le jour où l'Afrique et les Africains se respecteront, le jour où les Africains commenceront à se respecter pour aller vers plus d'amour propre et d'estime de soi, ce jour-là, 50% des luttes, des combats, de ce que nous entreprenons seront réglés par un claquement de doigts. Ça, c'est une réalité. Mais si individuellement, nous ne nous reconstruisons pas, collectivement, on ne peut rien construire de solide. C'est pour ça que ça nous semble dur. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que c'est difficile. Et en face, ils savent qui nous sommes. Ils connaissent nos traumas. Ils savent qu'on peut acheter quelqu'un avec un petit bakshish et emporter le marché. Parce qu'ils savent qu'on est tellement devenus individualistes. Et ça, c'est le système colonial qui a fait ça de nous. Les mauvais mélanges,
une sauce qui n'est pas bonne, qui ne prend pas, dans un faitout qui est sale. Hein, je pense à une des Burkinabés extraordinaires que j'adore. Et là est notre problème. Donc ce n'est pas la responsabilité des autres, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est notre propre responsabilité. Nous sommes aujourd'hui responsables de ce qui nous arrive, parce que nous n'avons pas conscience que nous avons un continent à construire, nous n'avons pas conscience que nous avons justement des consciences à reconstruire et à y mettre dans nos logiciels, à y mettre ce qui est africain, mais quand je dis africain, ça ne veut pas dire fermé au reste du monde, mais pour que le monde nous regarde autrement et accepte notre vision au sein de la civilisation humaine. Alors, je vais vous raconter une histoire. Régulièrement, lorsque j'étais à RFI, on organisait donc les émissions en public, puis, en marge de cela, des rencontres Génération Consciente. Et il y a une question que je posais dans tous les pays. Je posais aux jeunes, quelle est pour vous la plus grande des richesses pour un individu, la première des matières premières dans votre pays? Et dans tous les pays, tout le monde me disait, on parlait de bauxite, d'uranium, de pétrole, toutes sortes de minerais, la forêt, et tout cela. Et tout le monde était dans... Ok. Et j'écoutais les uns et les autres. Et un jour au Niger, un jeune m'a dit, c'est nous, c'est ce qu'il y a dans nos têtes. C'est ça la vraie richesse. Et j'étais heureux, parce que dans tous les autres pays, j'étais obligé d'expliquer aux gens cela, et j'étais heureux que ce jeune, pour lui, ce soit une évidence. J'expliquais que la Suisse n'a pas de matière première, mais elle a un niveau d'éducation, enfin d'une population qui a un niveau d'éducation qui permet de créer de la richesse. Tant de pays ont connu la misère, comme certains pays d'Afrique à la même époque, et se sont développés parce qu'il y a eu une volonté d'éducation à marche forcée, d'une nouvelle éducation et d'une industrialisation après derrière. Mais nous, l'Afrique, on est le berceau de l'humanité, on est le berceau de la civilisation. En réalité, nous portons en nous la force de la vie humaine. Et donc, quand nous parlons aussi d'entreprendre, lorsque nous parlons de développement, lorsque nous parlons d'industrialisation, on doit faire très attention à ce que ce ne soit pas un modèle et des modèles calqués sur ce qu'ont fait les Européens et les Occidentaux. On doit pouvoir, nous, penser que le vivant ne doit pas être tué comme on le tue aujourd'hui. La surexploitation de la planète fait des êtres humains, et en particulier des Occidentaux, des Chinois, des Russes, des super prédateurs du vivant. Et ça, nous, on doit pouvoir dire, maintenant, ça suffit. Mais si vous ne donnez pas une éducation à ces jeunes femmes, à ces jeunes garçons, pour leur dire on peut penser le monde autrement, on peut penser l'humanité autrement, c'est-à-dire que nous allons détruire la planète. Vous vous rendez compte? On n'aurait pas besoin de penser, de vouloir aller, ça c'est un truc que je ne comprends pas d'ailleurs, vouloir aller ailleurs, dans l'espace, découvrir d'autres planètes. On devrait pas, on devrait vivre sur notre planète et ne pas avoir envie d'aller ailleurs. Celles et ceux qui espèrent aller ailleurs, ce sont les Occidentaux, en disant, ça veut dire qu'ils sont conscients des choses, on ne sait pas combien de temps la planète aura encore la possibilité de nourrir la population. Donc, il faut essayer d'imaginer que l'on peut partir ailleurs pour voir si la vie est possible ailleurs. C'est terrible. Les Africains n'ont jamais détruit leur environnement. Il a fallu qu'il y ait les Européens qui arrivent, l'industrialisation, pour détruire leur environnement. Les Africains n'ont jamais détruit la faune et la flore. Jamais. Il a fallu qu'il y ait la colonisation pour que les Européens viennent et se mettent à faire des safaris, à tuer des espèces et à menacer l'existence d'espèces. Les Africains n'ont jamais menacé les espèces vivantes de leur environnement. Jamais. Cela veut dire que nous avons une capacité à respecter la vie. C'est pour ça que nous, souvent, dans nos totems, il y a des têtes d'animaux et autres. Parce que nous avons cette force-là. Et si nous ne sommes pas capables d'analyser ça, si l'école, et je fais une généralité, n'est pas capable de dire, vous, Africains, vous êtes différents. Différents dans votre rapport à la vie, dans votre rapport à la terre, dans votre rapport au vivant. Ne pensez pas que l'évolution, c'est l'occidentalisation de ce que vous êtes. Ne pensez pas que la modernité, c'est d'en avoir
plein nos armoires, d'acheter, de consommer, d'être... C'est pas ça la vie. J'ai eu une lecture très politique de ce qui s'est passé. Une lecture très politique, c'est-à-dire il y a une volonté du Maroc depuis de nombreuses années, eh bien, de s'imposer, en tout cas de jouer un rôle très fort en Afrique subsaharienne. Un rôle très fort économique, peut-être même un peu plus, éducatif, en permettant à beaucoup de jeunes Africains d'Afrique subsaharienne d'étudier dans les universités et dans les écoles au Maroc. Il y a une volonté d'avoir un leadership en Afrique très clairement, pour pouvoir peut-être dire, si vous voulez parler à l'Afrique, eh bien, vous devez passer par le Maroc. C'est un peu ce que Kadhafi souhaitait faire, mais ce n'était pas le même profil et ni la même ambition que le roi du Maroc, Mohamed VI. Et cette compétition-là, elle a révélé ça. Elle a révélé finalement la condescendance que peut avoir le Maroc envers les pays d'Afrique subsaharienne. Ce que personne ne percevait dans les relations politico-économiques. Je parlais d'éducation également, mais que l'on a vu là et de façon extraordinaire. On a vu des matchs où les arbitres semblaient lymphatiques et on se disait, mais les arbitres, on leur a promis un tel gombo qu'ils sont capables de se comporter de cette façon-là. Alors moi, je ne connais pas, c'est un arbitre congolais. Voilà. Et cet arbitre-là, pour moi, je suis pas un fan de foot, mais ce que je voyais me semblait mais totalement dingue, quoi. Alors oui, effectivement, au moment où le match s'arrête, au moment où les Sénégalais sont pas d'accord, certains s'en vont, mais tout le monde est là, et toute l'équipe n'est pas rentrée. Et puis, si l'arbitre, si finalement la règle dit on peut jouer, on peut continuer à jouer le match, c'est le résultat final qui s'impose à tous. Moi, je suis pas un spécialiste de foot. Je pense que d'autres peuvent le dire mieux que moi. Mais si vous ne comprenez pas que dans cela, il y a un mépris de la part des instances du Maroc envers les pays d'Afrique subsaharienne, ça a été le Sénégal, ça aurait pu être un autre pays. Hein. Pourtant, le Sénégal et le Maroc sont des pays qui ont des liens très forts quand même. Donc on aurait pu s'éviter ça. Alors, j'ai trouvé que cette vidéo était très très intéressante, très enrichissante. Je vous invite à dire ce que vous pensez. Je précise encore, je suis pas le détenteur des droits d'auteur. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous d'abord. Ensuite, dites ce que vous pensez en commentaire. Laissez vos commentaires, je vais lire, je vais vous répondre. Et on se voit à très bientôt. Ciao, ciao.